Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ici Ben Momentum et on se retrouve aujourd'hui pour parler du playtest privé de création de personnages sur Daggerheart, le nouveau jeu de rôle créé par l'équipe de Critical Role. Les amis, préparez vos dés, on est parti. Et on est de retour. On a survolé tous les points d'une création de personnage, on va rentrer dans le gras. Donc là, ils expliquent un petit peu comment se joue le jeu. Donc guide de jeu. Action Roll Results. Donc les résultats des dés d'action. Des dés d'action, des lancers d'action. Donc sur un succès critique, vous avez ce que vous voulez et même un petit peu plus. Vous prenez donc un point d'espoir et vous perdez un point de stress, un point d'anxiété. Sur un succès avec espoir, vous en sortez plutôt bien et vous obtenez ce que vous voulez. Prenez un point d'espoir. Un succès avec peur. Vous avez ce que vous voulez, mais ça vient avec un coût ou une conséquence. Vous allez peut-être prendre des dégâts, avoir des informations limitées, attirer du danger. Le MJ prend un point de peur. Sur un échec avec espoir, les choses ne suivent pas votre plan, vous n'aurez peut-être pas ce que vous voulez et vous devrez en subir les conséquences. Prenez un point d'espoir. Sur un échec avec peur, les choses vont vraiment mal, vous n'aurez pas ce que vous voulez et il y a une grosse conséquence pour vous, une complication à cause de ça. Le MJ prend un point de peur. Alors, ça c'est un système qui peut rebuter pas mal de gens. Et c'est pour ça que je pense que Daggerheart n'est pas forcément pour tout joueur, ou en tout cas pas pour tout joueur qui n'est pas préparé un petit peu. Car Daggerheart est un système où il est extrêmement dur d'avoir une réussite complète et parfaite. Vous avez plus de chances d'avoir des échecs ou des réussites mitigées. Il faut accepter pour ça que vous ne gagnez pas un jeu. Que jouer au jeu de rôle, c'est une expérience d'interprétation, c'est une expérience de vie, une expérience théâtrale, mais que ce n'est pas un jeu de société pur et dur où vous gagnez ou vous perdez. On gagne en s'amusant dans les jeux de rôle. Voilà, c'est comme je ne sais plus qui disait ça, on ne peut pas perdre quand on s'amuse autant. Voilà. Donc il faut accepter que vous n'aurez pas les réussites critiques aussi nombreuses que vous pouvez avoir dans d'autres jeux. Mais ça vient avec beaucoup plus d'interprétation de ce qui se passe, à la fois du MJ et à la fois du joueur ou de la joueuse. Il faut savoir improviser. C'est un jeu qui est assez exigeant là-dessus, il faut savoir improviser, il faut savoir accepter ses échecs et savoir jouer ses échecs. Jet de dégâts. Quand vous faites une attaque réussie, vous lancez un nombre de dés d'armes égal à votre maîtrise et vous les ajoutez ensemble. Classique. Si le jet d'attaque était un succès critique, prenez le maximum de dégâts de tous vos dés et ajoutez votre modificateur à votre jet de dégâts. Oh, oui, c'est bien. Ça veut dire qu'on fait le maximum de dégâts. Alors, c'est intéressant. Faudrait que je calcule, mais c'est intéressant parce que la plupart des jeux de rôle que je connais jusque-là, quand vous faites une réussite critique, vous multipliez par 2. Donc par exemple, si on fait 1 à nos 2 dés de dégâts, on fait 4 de dégâts. Tandis que là, ça veut dire que, par exemple, si on lance 2 dés 12 pour les dégâts, ça veut dire qu'on fait 24 par exemple plus 3, donc 27. Si on multipliait... Imagine on fait le score maximum, donc c'est 24. C'est intéressant, je suis pas du tout contre. C'est assez intéressant. Notamment parce que c'est une autre manière de concevoir les dégâts. Après, je pense qu'ils vont équilibrer le jeu pour pas que les ennemis aient trop de PV, parce que quand même, voilà. Mais c'est intéressant. Utilisez son armure. Quand on vous êtes attaqué, si vous prenez des dégâts, vous pouvez utiliser un emplacement d'armure pour réduire le nombre de dégâts par votre score d'armure. Vous pouvez utiliser plusieurs emplacements d'armure pour réduire encore plus les dégâts. Je pense que l'armure a une résistance limitée et que plus on l'utilise, plus elle va se casser. Donc, vocabulaire rapide. Avantage. Quand on parle d'avantage, c'est ajouter un D6 à votre jet d'action.
Des avantages. Enlevez un des 6 à votre jeu d'action. Je trouve que avantages et désavantages ici sont plus équilibrés que dans par exemple D&D, où c'est vraiment très violent. Sur les jeux à Baldur's Gate, vous pouvez voir que avoir un avantage ou un désavantage, c'est très violent sur l'équilibre du jeu. Donc le système de D6 n'est vraiment pas mauvais. Aider un allié. Utilisez de l'espoir et lancer un D6 que vous ajoutez à leur jet de dés. C'est très très bien. C'est très très bien ça. Encore une fois, c'est équilibre. En fait, il y a beaucoup de règles où... alors moi je joue beaucoup à Pathfinder par exemple. Et Pathfinder peut être un peu frustrant parce que on ajoute que des choses assez minimes en fait. Par exemple, quand on réussit un jet, on ajoute plus 1 ou plus 2 à son camarade. Ça peut être frustrant. Un des 6, il y a quand même la part de hasard. Donc moi j'aime bien rouler, j'aime bien lancer des dés, hein, j'aime bien la part du hasard. Il y a quand même du hasard, mais ça reste quelque chose là d'assez équilibré. J'aime bien. Jet d'action de groupe. Choisissez un chef, un leader, qui fait l'action standard, donc un meneur on va dire. Tout le monde utilise ses points d'espoir et lance un D6 d'avantage. Le plus gros résultat du dé du groupe est ajouté au dé. Encore une fois, ça me semble plutôt pas mal. Donc, tag team role, donc jet par équipe. Tag team au catch, c'est quand on tag et donc on... Bref. Une fois par session, vous pouvez dépenser 3 points d'espoir pour faire une action en combinée. Je pense que c'est une action combinée, on va dire. Une action combinée avec un autre joueur. Quand vous le faites, vous travaillez avec eux pour décrire comment vous combinez vos actions d'une manière unique ensemble. Unique et excitante. Faites des jets d'actions séparés. Choisissez-en un que vous allez appliquer aux 2 joueurs. Si les 2 joueurs font le jet d'attaque, combinez les dégâts tous ensemble. J'aime beaucoup ça. C'est quelque chose que j'essaie d'inculquer et d'incorporer dans mes jeux de rôle, c'est les actions combinées. C'est quelque chose qui stimule beaucoup la créativité des joueurs, de comment on peut jouer ensemble. Donc notamment, quand j'ai des joueurs qui font la même initiative, souvent je les laisse jouer en même temps et leur proposer de combiner leurs actions. Il y en a qui préfèrent faire des rollies pour savoir qui joue en premier. Voilà, c'est des choses que je suis en train d'expérimenter en ce moment. Je suis plutôt content du résultat pour l'instant. Vulnérable. Une condition qui autorise chaque jet contre la créature d'être un avantage. Encore une fois, les avantages, je trouve, sont bien équilibrés. Je suis très positif là-dessus, sur les avantages. Restreint. Condition qui empêche la cible de bouger. Temporaire. Donc, quand un sort, une condition est temporaire, ça veut dire que le MJ peut la terminer en utilisant une peur. Ok. Je sais pas encore bien ce que sont les jets de peur et les jets d'espoir. On verra ça après, je pense. Oh, on est qu'à la page 3, hein. Accrochez-vous les gars, il y en a 36. Ok, donc un exemple. Par exemple, apparemment, on va dire crocheter une serrure. Donc vous décidez quel modificateur vous appliquez. Donc plus 1 en agilité, plus 1 en vol. Et vous dépensez 1 point d'espoir pour ajouter de l'expérience. Vous lancez les dés de dualité et vous les ajoutez avec vos modificateurs. 20 avec peur. Dites au MJ le résultat des dés de dualité et dites celui qui a eu le plus gros résultat. Succès critique, si le dé d'espoir et le dé de peur font exactement le même nombre, c'est un succès critique. Oh, j'aime bien ça. Ben approves. Franchement, j'aime bien ce système. Déjà, ça change. J'aime bien qu'on utilise des D12. Je trouve qu'on n'utilise pas assez de D12. Et j'aime bien ce système, effectivement. Ok, le downtime, le short rest. On parle des choses importantes. Après, je passerai sur des choses comme l'équipement, par exemple, ou on étudiera en priorité une feuille de personnage, mais après, objectivement, on passera pas sur toutes les feuilles de personnage en même temps. Donc, le downtime, donc le temps de repos. Le downtime, le temps de repos représente un moment de répit durant l'aventure périlleuse des joueurs. Ce n'est pas seulement une opportunité de récupérer et de préparer pour ce qui se passe devant, mais aussi un moment pour partager des moments plus intimes et plus calmes, de scènes qui aident à construire ou démontrer les relations entre les personnages et celles qu'ils ont les uns avec les autres. Oui, ça c'est quelque chose qui malheureusement tombe beaucoup dans des aspects mécaniques. Souvent, on est tellement focus sur les points de vie,
les sorts, tout ça, qu'on oublie que les moments de repos sont aussi des moments de jeu et qu'on est dans un jeu de rôle. À titre personnel, moi, c'est quelque chose que je trouve assez dommage en général, c'est quand on se focus trop sur faut que je récupère mes sorts, je regagne tout de points de vie. J'aime beaucoup utiliser les moments de répit pour jouer des personnages. Après, souvent, il faut que les joueurs soient réceptifs et c'est vrai que ça m'est arrivé. Comme je suis très convaincant quand je joue un personnage, d'avoir des joueurs qui pensaient que je m'adressais à eux en tant que joueur. Alors je prends toujours une voie différente quand je suis un personnage pour éviter ça justement. Alors, repos court. Un repos court est quand le personnage, quand les personnages sont seulement capables de s'arrêter pour reprendre leur souffle. Ça dure à peu près une heure. Chaque joueur peut remplacer toutes les cartes de domaine dans loadout, on va dire la pioche, dans la pioche pour les domaines cartes de leur banque, on va dire vault, en général c'est banque, coffre, et en choisissent une parmi les options en dessous. C'est des termes très techniques qui n'ont pas encore été traduits, donc je suis désolé parce que ça a l'air très... ça n'a pas l'air très bien, très fluide, mais j'espère qu'on aura une traduction en français officielle. S'occuper des blessures. Vous décrivez comment vous soignez temporairement et vous récupérez un des 4 points de vie. Vous pouvez choisir de faire ça sur un allié à la place. Clear stress, se relaxer. Décrivez comment vous vous relaxez ou vous reprenez et vous éliminez un des 4 de stress. Réparation des armures. Décrivez comment vous utilisez votre temps pour réparer rapidement votre armure et vous pouvez du coup libérer 2 emplacements d'armure. Vous pouvez faire ça sur l'armure d'un allié à la place. Préparation. Décrivez comment vous préparez sur le chemin qui vous suit et vous gagnez un point d'espoir. Oui, je trouve ça extrêmement bien. Ça guide vraiment bien sur ce qu'on peut faire pour des débutants sur un temps court. Mais justement, je trouve ça un petit peu schizophrénique. Parce que il y a tellement de trucs complexes à côté que ça, c'est simple. C'est très bien, mais je trouve que c'est un peu mal équilibré sur ce qui est simple et pas simple pour l'instant en tout cas. Enfin, sur ce qui est débutant, sur ce qui est pour les débutants, ce qui n'est pas pour les débutants. On va y revenir. Donc un long repos. Un long repos est quand les personnages sont capables de faire un camp, de se détendre pour quelques heures et de dormir. Donc chaque joueur peut remplacer un nombre de cartes de domaine de sa pioche par des cartes de domaine qui sont dans leur coffre. Le vault s'appelle sa coffre, mais ça peut être la réserve. Ensuite, ils choisissent 2 options en dessous. Ce qui est bien, ça j'aime bien par exemple, car action courte, repos court c'est une action, repos long c'est 2 actions. J'aime beaucoup. Ça me semble assez logique, assez bien pensé. Donc pareil, c'est exactement les mêmes, je vais pas les relire. Je crois que c'est les mêmes, attendez. Oui, la première c'est pareil. Alors, préparation par contre, c'est un peu différent. Décrivez comment vous préparez votre prochain jour d'aventure. Ensuite, gagnez un point d'espoir. Si vous choisissez de vous préparer avec plus d'un membre, avec un ou plus d'un membre de votre groupe, prenez chacun 2 espoirs. Donc, ça privilégie les actions de groupe. On voit ça, en fait, si vous regardez depuis le début, il y a une grosse emphase qui est mise sur plus vous faites des actions de groupe, plus vous êtes récompensé, ce que je valide à 2000%. J'essaie de procéder comme ça, c'est pas parfait, mais j'essaie de procéder comme ça aussi, que les actions de groupe sont récompensées. Vous êtes un groupe, vous n'êtes pas juste des aventuriers solitaires, genre Batman. Encore Batman, il a Robin. On regarde l'équipement en gros, donc hache de guerre, marteau de guerre, grande épée, masse, sabre, grande épée, je crois que Great Sword c'est épée à 2 mains et Long Sword c'est épée longue, épée courte, rapière, dague, normal, bâton, hallebarde, arc court, arc long, arbalète. Ça ce sont les armes de base quand on est quelqu'un qui fait du physique. Vous pouvez voir que sur certaines armes par exemple, pour la dague on peut utiliser du stress pour faire une... D'accord, on peut utiliser un point de stress, donc augmenter son stress pour pouvoir toucher une cible en plus. Donc on a une réserve, donc on peut gérer. J'ai joué des jeux comme ça, alors encore une fois, j'aime bien le système, c'est pas très débutant friendly. Parce que ça veut dire... Après, ça équilibre... Je trouve que c'est pas mal que ça équilibre quand même avec les magiciens qui souvent ont des limites dans leur sort et tout.
Donc d'avoir une réserve pour les... C'est pas... En fait, ouais, c'est pas mal. Tu peux augmenter les effets de tes coups, mais tu dois puiser dans une réserve de stress. C'est intéressant. C'est pas friendly pour les débutants, mais c'est intéressant. Ensuite, les armes pour les magiciens. Donc les gants arcaniques, une axe sacrée, des runes de main, des anneaux qui brillent. On va faire le mandarin d'Iron Man. Un bâton, un double bâton, dual staff, donc une lame boomerang, un sceptre et un grand bâton. Encore une fois, il précise la range, donc la portée. Il précise donc on a mêlé, very close, close, far, very far. On n'a pas encore en quoi ça correspond en mètres, en pieds, tout ça, mais on a déjà en fait des petites idées de ce que ça peut être. Ensuite, armes secondaires de départ. Bouclier rond, pavois, dague, épée courte, fouet. Fouet. Eux ils font du D6, ok, j'insère du D6 pour les fouets. Okay. En fait, quand on regarde, leurs dégâts sont plus hauts que ceux qu'on voit dans les jeux de rôle classiques. Enfin, dans les jeux de rôle classiques, dans les jeux de rôle type D&D, tout ça. Grappleur, donc ça doit être un crochet, et crossbow. Ensuite, les armures. Armure de cuir, armure de plate complète, armure de chaîne mail et breastplate. Oui, classique. Et voilà, nous avons terminé la seconde partie de notre vidéo sur la découverte de Daggerheart. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Qu'avez-vous pensé de la traduction? Que pensez-vous de ce qui est proposé jusque-là? On se retrouve bientôt pour la suite. Et en attendant, soyez choux, soyez doux, prenez soin de vous, je fais plein de bisous. À bientôt!